Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, on va reprendre un petit peu d'astro-histoire, c'est-à-dire de l'astrologie de transit par rapport à une période qui est déjà passée et peut-être qu'en analysant une période déjà passée, on pourra observer certaines choses qui peuvent concerner notre actualité et c'est le cas pour la date en question qui se trouve derrière moi. Nous allons analyser la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 1918, donc c'est la date qui se matérialise derrière moi à travers la carte astrologique. Nous sommes aujourd'hui à la date anniversaire, le 11 novembre 2022, donc j'enregistre le jour de l'anniversaire cette vidéo d'astro-histoire sur l'armistice, c'est pour ça qu'il y a un jour férié le 11 novembre, tout comme le 8 mai 1945 il y a eu l'armistice, alors du coup il y a un jour férié, donc l'armistice de la Seconde Guerre mondiale, du coup il y a un jour férié le 8 mai, et donc on est très heureux de profiter de ce jour férié, de ce vendredi sympathique d'automne, pour se remémorer un petit peu cette date historique qui a mis fin à ce qu'on a appelé la Grande Guerre, qu'on appela à l'époque de cette carte, à l'époque de cet armistice, la der des der. Mais enfin, comme on dit, la der des der, c'est jusqu'à la prochaine. Donc peu de temps après, on a pu vivre joyeusement, entre gros guillemets, une autre guerre mondiale qui a découlé directement de celle-ci. Donc preuve que les conditions de l'armistice ou les conditions des accords de paix qui ont suivi cet armistice n'ont pas généré une situation durable ou une situation de paix durable, et c'est bien dommage. Donc qu'est-ce qu'on peut voir dans cette carte du 11 novembre 1918? Qu'est-ce qui est remarquable? Alors déjà, vous avez un milieu du ciel qui se trouve dans le signe du Lion et qui est bien accompagné. Donc on a Neptune, Junon, la part de fortune et Vesta. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le marqueur social, la visibilité sociale de cet armistice était dans des énergies de grandes aspirations neptuniennes, quelque part. Voilà, la carte d'identité de cet armistice, c'était des grands idéaux, de grandes aspirations par rapport à cette paix qui devait être générée par l'armistice, cette paix qui doit se voir dans le signe du Lion, qui s'affirme, qui est au soleil, en culmination du thème. Donc, une armistice née sous le signe social d'affirmation de certains idéaux. En plus, Neptune est puissant en Lion, on dit, nombreux sont ceux qui disent que Neptune est exalté dans le signe du Lion, donc c'est une manière de rendre visible quelque part des aspirations, ce qui nous motive, ce qui fait qu'on agit, ce qui nous agite, donc ce qui fait qu'on s'affirme. Donc il y a Neptune, il y a Junon qui est l'union, la défense des droits personnels, donc c'est tout à fait bien situé sur un milieu du ciel d'un thème d'armistice, donc des aspirations à certaines unions ou à mettre en avant des unions, à mettre en avant la défense de droits personnels, et il se trouve qu'on a un petit peu changé de paradigme au niveau des frontières à la suite de la Première Guerre mondiale. On a tout remanié, on est parti de grands empires, l'empire austro-hongrois, l'empire ottoman, l'empire allemand, et on a tout retricoté pour refaire des frontières, et on a dessiné les embryons, les origines de ce qu'ont été à la suite de ça, et encore aujourd'hui les frontières des États-nations européens. On a créé des pays de toutes pièces au sein des grands empires. On a créé la Tchécoslovaquie, alors que quelque part les Tchèques et les Slovaques n'avaient que peu d'histoire commune. On a fait la Yougoslavie, on a foutu les Croates, les Serbes, les Macédoniens, on a fait un gloubi-boulga, on a tout foutu ensemble. Ce qui a généré des problèmes par la suite, jusque la guerre par exemple en ex-Yougoslavie dans les années 90, le fait que la Tchéquie s'est séparée de la Slovaquie aussi dans les années 90, suite à la fin de la guerre froide. Donc il y a l'idée d'union, il y a l'idée d'aspiration à union et d'affichage social de tout ça. Et pour moi, ça représente vraiment ce remaniement de toutes les frontières. Et je ne parle pas de l'Empire ottoman, où on a tracé des frontières un petit peu bien droites. Vous voyez la forme des pays, l'Irak, la Syrie, tout ça. Bon,
Et parfois, ben, on a oublié certaines ethnies, style ben, les Kurdes, hein, on leur a dit non, non, vous, pas de pays, voilà. Et donc on a tracé un petit peu des frontières de toutes pièces, à la lumière certainement d'inspiration qu'on avait à l'époque, mais visiblement on n'avait pas les bonnes, puisque des guerres de frontières, depuis 1918, il y en avait pas mal. Et la première d'entre elles, et pas la première, mais la plus importante d'entre elles qui a suivi, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a été générée peut-être par quelque chose voilà, de rangement des frontières, différenciation des unions, affirmation de certaines unions ou des unions qui se sont faites sous l'égide d'une certaine brouille neptunienne. Alors, il y a la part de fortune quand même qui est à côté. Alors, qu'est-ce qui a généré de la chance par rapport à cet armistice, des circonstances favorables? Peut-être que cet armistice a bénéficié au moment de l'armistice de circonstances favorables qui ont aidé cet armistice qui au début était provisoire à perdurer, à se déterminer ensuite par des accords de paix qui eux ont été plus durables, ou qui ont été durables au moins pour un certain nombre d'années. Et Vesta, l'équilibre, donc un rééquilibrage, voilà, un rééquilibrage des unions, un rééquilibrage de ce qui se joue au fond dans nos aspirations qui font que bon, voilà, on sort d'un paradigme d'empire, un paradigme impérial pour arriver à un paradigme d'État-nation. Le paradigme, hein, c'est un champ d'action à l'intérieur duquel on peut évoluer dans une certaine liberté, mais qui reste au sein de certaines frontières. Et là, on s'en change de paradigme, du coup, en passant du paradigme de l'Empire au paradigme de l'État-nation, style France, Angleterre, Allemagne, enfin ce qu'on connaît un petit peu aujourd'hui. Il y a quand même il y a un Saturne hein, qui se trouve pas très loin à côté, donc il y a quand même une idée de s'affirmer dans quelque chose qui doit s'afficher au nom d'une construction durable, mais là où il y a Saturne, on galère, là où il y a Saturne, ça met du temps. Donc il y a aussi quelque part quelque chose qui vient plomber hein, tous ces idéaux, des remaniements, d'unions, de frontières, tout ça. Alors, on voit aussi ici, et c'est intéressant, que la maison 1 de ce thème d'armistice est bien habitée. Hein, on a tout ça, on a Soleil, Vénus. Soleil, Vénus et Lune noire en Scorpion. Alors attention, l'énergie de l'ascendant qui se trouve ici est encore en balance. On est à 29 degrés de la balance. Et là encore, il y a une énergie d'apprentissage d'un certain équilibre. Peut-être pour pas arriver, dans le sens où on a bien appris l'énergie de la balance, bien arriver à quelque chose qui ne va pas amener à des extrêmes dans les relationnels. Quand le plateau de la balance ou les plateaux de la balance sont déséquilibrés, ce qui arrive à quelque part une quête de justice qui n'est pas très équilibrée. Et les injustices, suite à cet armistice et les accords de paix qui en ont découlé, il y en a eu pas mal, il y a pas mal de pays qui se sont sentis lésés, style la Turquie à qui on a enlevé, enfin la Turquie, l'Empire ottoman qu'on a démembré, ça a généré la Turquie, l'État-nation turc. On a enlevé un bout au niveau de Smyrne, hein, qui s'appelle aujourd'hui Izmir, hein, au niveau d'un morceau à l'ouest de la Turquie, qu'on a donné à la Grèce. Ça a généré des guerres tout de suite après, l'avènement d'Atatürk et le remaniement des frontières quasi immédiat ou quelques années après, ce qui avait été décidé suite à cet armistice et à ces accords de paix. Donc une paix qui finalement n'a pas été terriblement durable derrière. On a aussi les Allemands qui n'étaient pas très contents, hein, ce qui a généré quelque part dans cette quête de justice balance des déséquilibres et l'avènement de partis fascistes, nazis, hein, avec Hitler, hein, qui a fait son petit bonhomme de chemin en 20 ans jusqu'à provoquer pas que par sa propre personne, mais enfin une bonne part de responsabilité là-dedans, qui a provoqué la Seconde Guerre mondiale, hein, avec un esprit belliciste pour quelque part rééquilibrer les choses de son point de vue et du point de vue visiblement de nombreux Allemands. Donc il y a quand même dans cet apprentissage balance quelque chose d'intéressant. On n'est pas tout à fait en Scorpion, on n'est pas loin, mais il y a quand même ici un apprentissage, il y a une volonté qui se marque astrologiquement d'équilibrage ou de rééquilibrage dans un certain relationnel international, on va dire. Et l'identité de ce qui composait les atmosphères de cet armistice se fait
en grande partie, au-delà de l'énergie d'apprentissage en balance, en grande partie dans l'énergie du scorpion. Avec un Vénus en zone de guerre, hein, Vénus en scorpion, comme j'aime à l'appeler, hein, Vénus en zone de guerre. Donc les valeurs ce à quoi on adhère, ce qu'on aime, au fond des choses, au fond de sa vérité, dans le domaine de l'identité, de la personnalité, donc de la personnalité quelque part de cette entité morale qu'est l'armistice. Donc une définition de soi de ce moment de l'armistice comme quelque chose qui va chercher au fond certaines valeurs, au fond certaines adhésions, qui mettent un petit peu Vénus à rude épreuve en Scorpion, avec éclairé par le soleil, donc vraiment un éclairage de ces valeurs et de ces adhésions-là, hein, de toutes parts, hein, on va dire dans toutes les composantes de l'ensemble des belligérants, avec oui, ben voilà, moi je veux ça, moi j'ai envie de ça, moi j'adhère à ça, et la lune noire qui se trouve à côté. Donc une lune noire en Scorpion, c'est jamais rigolo, une lune noire, c'est jamais rigolo, mais encore moins en Scorpion, parce que ça va vraiment chercher au fond dans le sombre de vérité parfois que l'on ose voir, ou que l'on ose dire, ou que l'on ose se rationaliser quelque part, que l'on ose comprendre. Donc c'est quelque part, il y a l'ombre de Vénus, l'ombre du soleil, l'ombre donc du signe du lion, avec tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, avec l'esprit des frontières, remaniement des frontières, changement de paradigme, aspiration à un affichage sur un changement de paradigme par rapport aux identités des États qui passent d'empire à État-nation, au démembrement, rééquilibrage des frontières. Hein, il y a une ombre là-dedans, une ombre qu'on va retrouver très rapidement à la suite de toute cette période dans les années de 1920 à 1940, avec l'ombre du Scorpion qui arrive quelque part, une vérité qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu entendre, avec des revendications de peuples qui n'ont pas été écoutées, ou des accords de paix qui ont suscité des frustrations, des mécontentements de son esprit vénusien, donc un mécontentement au niveau de ce qu'on estime comme ayant de la valeur, de sa manière de se sentir bien. Hein. On a mis à mal ce Vénus, on a mis à mal le Scorpion, pas quelque part en ne voyant pas, ou peut-être en se fourvoyant sur certaines vérités qui font que quelque part les gens ou les parties en présence parmi les belligérants se sentent bien et se sentent assez en confort vénusien pour pouvoir évoluer quelque part sur une plus longue durée. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant ici. Et moi, ce que je note aussi, et je vais faire une vidéo bientôt sur Cérès qui va en parler, c'est le placement de Cérès ici à 13 degrés du signe du Capricorne. Bon, 13 degrés du signe du Capricorne, on va voir dans la seconde carte qui va matérialiser astrologiquement la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, que là-dessus, au niveau de qu'est-ce qu'on a récolté en Capricorne en maison 3, qu'est-ce qu'on a récolté de quelque part cette énergie saturnienne, donc d'une construction sur la durée à travers son environnement local. Donc là, ici, on peut parler de l'environnement local, par exemple, de l'ensemble des pays qui font partie des belligérants. Qu'est-ce qu'on a construit sur la durée à travers l'énergie Capricorne, hein, qu'est-ce qu'on a construit comme pouvoir administratif, comme institution nouvelle générée de cet armistice et des accords de paix qui ont découlé à la suite de la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'on a récolté de ça? Qu'est-ce qu'on a récolté de Capricorne par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a récolté de durable? Quelle a été la récolte de cette anticipation, peut-être de cette projection où on a dit bon, on fait les choses comme ça pour que ça dure derrière, hein? Là, moi je vois ici la matérialisation de quelque chose où on s'est un petit peu gouré. D'ailleurs la preuve en a été faite par la suite par l'histoire qui s'en est suivie. Il y a eu des choses qui se sont pas forcément bien passées, on en reparlera tout à l'heure. Juste pour terminer, on voit qu'il y a la Lune sur le fond du ciel en Verseau et Uranus en Verseau, donc il y a quand même, dans maison 4, donc dans la maison du foyer, ça marque aussi les évolutions, une espèce de quête de liberté et d'autonomie, peut-être pour des peuples ou des pays qui étaient à l'intérieur de ces grands empires et qui se sont
autonomisés, hein, qui ont pris une certaine liberté suite à cet armistice et à la fin de la Première Guerre mondiale, hein, avec un confort lunaire qui se trouve dans l'énergie du Verseau, qui, quelque part, est une énergie de compréhension des interactions en réseau, où on a quelque part, en tout cas on a fait une tentative de comprendre qu'est-ce qui se jouait dans les grands ensembles européens, hein, au niveau de A qui communique à B, qui communique à C, qui communique à D. Et quelque part, il y a aussi un esprit, par le Verseau, de compréhension rationnelle de ces interactions et peut-être de séparation ou de prise en conscience de qui est le point A, qui est le point B, qui est le point C, qui est le point D à l'intérieur d'un grand ensemble qui peut être représenté par les grands empires. Donc il y a un confort avec cette énergie de compréhension, avec une idée de progrès et d'évolution qui va bien à la fin d'une période marquée par une guerre, hein, de 4 ans qui était quand même longue et qui marque aussi la fin de toute une époque. L'époque des empires, l'époque des grands empires coloniaux qui s'est un petit peu scindé et qui a évolué vers autre chose. Donc, par rapport à ça, on va passer, on pourrait encore étudier plein de choses, mais ici c'est un format assez court, donc il faut qu'on passe rapidement. Donc on va voir la seconde carte qui se trouve ici. Alors je vous parlais, on va passer tout de suite sur l'interprétation de Cérès. Donc je vous parlais de ce qu'on a récolté avec Cérès en Capricorne. Donc Cérès était en Capricorne en maison 3. Ok, très bien. Alors on a récolté quoi? On regarde pour cela, on regarde le degré où se trouvait Cérès. Donc c'était 13 degrés du Capricorne. Là, à 13 degrés du Capricorne, on tombe sur quoi? Donc c'est la carte de la Seconde Guerre mondiale, de la déclaration de la France de guerre à l'Allemagne, hein, qui a généré la Seconde Guerre mondiale. L'Angleterre a déclaré la guerre le même jour à l'Allemagne, mais pas à la même heure. Moi, j'ai pris la déclaration de la France parce que l'armistice avait été signé à Rotonde, hein, ça a eu sa petite importance, puisque Hitler, pour humilier la France, avait ramené le wagon dans lequel avait été signé l'armistice de la Première Guerre mondiale, qui a été vécu par lui et par une partie des Allemands comme une humiliation. Et ils ont re-signé la déclaration de paix de la France et de l'Allemagne en juin 1940 dans le même wagon symboliquement. Donc j'ai pris par rapport à ça le thème de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne, qui est un des points de commencement de la Seconde Guerre mondiale. Et là ici on a Cérès. Le Cérès de la Première Guerre mondiale, il se trouve au niveau de l'ascendant Capricorne de la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne en 1939, le 3 septembre 1939. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a récolté à la fin de la Première Guerre mondiale? On a récolté l'apprentissage balance nécessaire de cette seconde période historique 20 ans après. Donc, en gros, tout ce qu'on a récolté, c'est le fait qu'on doit réapprendre ce point-là précis. Donc, un apprentissage saturnien qui se génère, qui se matérialise sur une idée. Bon ben voilà, on va refaire ses devoirs, on va tenter de préparer de nouvelles choses, hein, par rapport à ce qui s'est fait 20 ans avant, une autre manière d'anticiper, une autre manière de construire quelque chose sur la durée. Et effectivement, la durée fut quasiment la même, hein, de 4-5 ans comme la Première Guerre mondiale. Donc quelque part, c'est comme une grosse révision. Et là, c'est toujours intéressant de voir en astrologie, si vous comparez deux cartes, notamment en astrologie mondiale, mais pas que, si vous comparez deux périodes sur votre thème à vous, par exemple, de voir si, admettons pour Cérès, mais ça marche aussi pour les autres planètes, mais Cérès c'est important parce que c'est assez marquant parce que c'est une récolte très concrète. Donc qu'est-ce qu'on a récolté sur une période et qu'est-ce qui se trouve sur le point où se trouvait Cérès à la première période? Et si on y trouve une planète ou ici par exemple un ascendant, bon on voit ce qu'on a récolté quelque part quand on compare les deux cartes symboliquement. Alors voilà, l'apprentissage balance, et on voit que c'est un thème très guerrier puisque Mars est en maison 1 tout de suite après, Mars exalté, donc ça y est, on y va, on agit, on se confronte, on démarre des trucs, enfin bref, on fait la guerre, hein. Mars c'est le dieu de la guerre, donc là c'est assez marquant. Alors si on compare les deux cartes, ici, alors la première carte, l'armistice 11 novembre 1918, on avait beaucoup de planètes en maison 1. Vous voyez ici qu'on a beaucoup de planètes en maison 8, dont le Soleil,
Hein, on a tout ça qui se trouve en maison 8. Donc on a sauf peut-être, oui, peut-être que Neptune ne l'est pas. Neptune est plutôt en maison 9. Mais jusqu'au Soleil, on est dans la maison 8. Parce que moi, je travaille en maison égale. Donc pour moi, pour les maisons égales, c'est 30 degrés. Donc tous les 14 degrés, ça change de maison. Donc là, tant qu'on n'est pas arrivé à 14 degrés de la Vierge, on reste en maison 8 et c'est le cas ici. Donc on a le Soleil qui brille en maison 8, donc qui éclaire une transformation, la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose, dans une énergie Vierge, donc peut-être dans une énergie qui est complémentaire avec l'énergie de l'ascendant et qui amène à, en plus qui est en trigone à l'ascendant, le Soleil, donc qui amène peut-être à faire preuve de plus de discernement, hein, que sur une première période de 1918 où on avait un Neptune sur le milieu du ciel en Lion qui amenait à s'affirmer par rapport à des aspirations profondes, mais visiblement englué dans une espèce de brouille neptunienne. Là, on accentue sur l'énergie Vierge et on demande peut-être de mieux discerner les choses pour mieux ranger et canaliser ces aspirations-là. D'ailleurs, le Neptune du thème ici de 1939 est aussi en Vierge, donc il demande quand même de... Voilà, c'est un Neptune en exil en Vierge, donc c'est un Neptune qui doit quelque part bien discerner, bien creuser les canaux de son eau, de ses aspirations, pour les amener vers plus de rationalité, on va dire. Mettre ses aspirations à l'aune de quelque chose de plus rationnel qui permette d'utiliser concrètement ces aspirations pour faire des choses terriennes, des choses matérielles, des choses concrètes et des choses comprises rationnellement. Donc, pareil, donc là on a toujours un Soleil-Vénus, donc un Soleil qui éclaire certaines valeurs, mais qui demande peut-être, alors Vénus en Vierge n'est pas forcément dans un bon signe pour elle, donc Vénus en Vierge, puisque Vénus est exaltée en Poisson, Vénus est en chute en Vierge, donc quelque part il y a aussi une transformation, une mort à quelque chose pour une naissance d'autre chose, qui amène à se poser des questions sur ces valeurs qu'on avait, vous vous souvenez, dans la première carte, en maison 1, mise en valeur, hein, dans la personnalité quelque part de ce qui allait, ce qui a été généré par l'armistice et les accords de paix qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Donc là, quelque part, il y a un questionnement sur ses valeurs, hein, sur sa manière d'être bien. Alors, on a, si on compare les deux cartes, on va faire des allers-retours. Donc on a, ici on a Lune Noire, hein, qui se trouve, enfin on avait la Lune Noire d'ailleurs du premier thème, qui se trouvait en Scorpion, vous voyez. Alors là du coup ici Soleil, Lune Noire, Vénus, on va voir ce qui se trouve en Scorpion dans le second thème, et vous voyez ici qu'on a à 16 degrés du Scorpion le milieu du ciel, et ici la Lune Noire à 16 degrés, vous voyez. Donc ça c'est assez intéressant, puisque on remarque que la Lune Noire, donc ce qui demandait un certain éclairage, en début de maison 3, hein. En maison 3, on avait, dans la première carte, si vous regardez, on avait Cérès en maison 3, à 13 degrés. Ici, dans la maison 3, à 14 degrés, donc ça se recoupe toujours, on a, donc c'est plus en signe de Capricorne, c'est en signe du Poisson, mais c'est à 14 degrés en maison 3, à la cuspide de la maison 3 dans ce thème-ci. On a la Lune Noire, donc la Lune Noire qui se trouve par rapport au premier thème, là du coup, la Lune Noire, oui pardon c'est en Scorpion, donc à 16 degrés du Scorpion, donc il y a un double mouvement. Alors je vais vous expliquer, là je fais deux choses en même temps. À la fois, on a la récolte cérésienne qui se trouve ici en Capricorne à 14 degrés sur un apprentissage Capricorne à l'ascendant, et on a la lune noire et on a Cérès aussi qui se trouve à 14 degrés en maison 3 en Poisson sur le second thème. Donc quelque part on récolte aussi du premier thème au second thème, on récolte cette lune noire aussi qui se trouve en Poisson, donc l'ombre du Poisson. Donc l'ombre, ce que je disais tout à l'heure, l'ombre peut-être d'aspiration,
ou de grands idéaux, de grands rêves en fait, qui n'ont pas nécessairement été bien compris et qui ont peut-être été matérialisés de la mauvaise manière. Donc on a fait quelque part une mauvaise récolte où on s'est fourvoyé de manière neptunienne par rapport à cette récolte qui a été faite suite à la période de la Première Guerre mondiale, ce qui a généré la Seconde Guerre mondiale. Et avec la Seconde Guerre mondiale, on arrive avec une lune noire en Poisson, où justement, on est dans un esprit d'incompréhension collective par rapport à son émotionnel, par rapport à ses aspirations, par rapport au fait de se sentir perdu dans un espèce d'océan émotionnel où quelque part, tous les esprits les plus malveillants ou les plus maléfiques peuvent se servir de toutes ces personnes ou de toutes ces énergies qui semblent un peu perdues dans un océan neptunien où on ne sait plus trop quoi faire d'aspiration, où on ne comprend plus rationnellement les aspirations qu'on a, et ça génère une grande imagination qui peut être dirigée quelque part vers de mauvaises choses, comme ce qui a été généré à la Seconde Guerre mondiale. Deuxièmement, on a donc pour le Scorpion la lune noire du premier thème, qui est un Scorpion qui était dans l'identité de l'armistice, bien mise en valeur par le soleil, donc éclairé par le soleil, quelque chose qu'on ne comprenait pas du fond de la vérité collective à ce moment-là. Scorpion, il se retrouve dans le milieu du ciel, donc c'est comme si ce qu'on ne comprenait pas de la fin de la Première Guerre mondiale, on le retrouve en milieu du ciel, donc quelque part symboliquement en culmination du thème, dans ce qui se voit. Donc on voit quelque part concrètement, aux yeux de tous, socialement, ce qui n'a pas été compris à la première période, à travers le positionnement de la lune noire qui se fait pile sur le milieu du ciel du début de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça c'est assez intéressant. Je me suis un peu embrouillé entre les deux dates, mais quelque part elles sont liées. Donc il y a ce Cérès qui est très important, qui va se trouver à 14 degrés de la maison 3. Donc on récolte à la fin de la Première Guerre mondiale, on récolte une lune noire qui est à 14 degrés en maison 3 aussi du signe des Poissons. Alors on va me dire c'est un peu tiré par les cheveux pour l'analyse, mais moi personnellement ça me parle. Ensuite, on a une lune noire qui est sur le premier thème en maison 1 en Scorpion, et sur le deuxième thème en Scorpion, elle se trouve à 7 degrés en milieu du ciel, au même degré du Scorpion. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Alors, ce que je vous conseille d'ailleurs, et notamment avec Cérès, vous avez, vous voyez, c'est des bouquins comme ça, c'est le livre des degrés astrologiques. Alors, chacun voit midi à sa porte, mais si on regarde par exemple, en fait, pour chaque degré, il y a une interprétation un petit peu symbolique des choses. Donc si on regarde par exemple là, le point qui me semble important, c'est 16 degrés du Scorpion, avec ce milieu du ciel et cette lune noire dans le premier thème. Qu'est-ce qu'on peut avoir indiqué à 16 degrés du Scorpion? Un esprit ferme, constant, capable d'étude et d'érudition, sera fixé sur sa profession. Bon, ça c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose d'individuel. Si on l'adapte à quelque chose de collectif, ça veut dire qu'il y a quelque part une volonté ferme de s'afficher dans quelque chose de l'ordre du sérieux, de l'ordre du travail, quelque chose de déterminé. Moi j'y vois un degré de détermination, à 16 degrés du Scorpion, effectivement. Tout comme la première guerre, la fin de la première guerre, l'armistice dans son identité, l'identité de l'armistice, la personnalité morale de l'armistice amenait à être déterminée pour arriver à une certaine paix, déterminée en vérité pour aller vers une certaine paix. La Seconde Guerre mondiale est déterminée quelque part pour faire autre chose, pour apprendre l'énergie saturnienne plombante et pour aller vers quelque chose d'exalté, d'exaltation du côté guerrier à travers un Mars exalté en Capricorne. Et après, dernier point, donc on voit aussi le fond du ciel, donc là, quelque part, là, le bagage que se chope l'origine de la Première Guerre mondiale, c'est Saturne-Lune, donc quelque part une lune plombée, une lune un peu dépressive, mais aussi quelque part une envie un confort pour aller vers quelque chose de constructif, de structuré, qui s'affiche plus sur la durée, que ce qui a été généré dans une période très mouvementée entre les années 1920 et 1940. On aspire à plus de constructif, mais les émotions quelque part sont limitées, restreintes. Alors
On fait ça normalement pour construire, mais la Lune n'est jamais bien en confort dans le fait, ou alors on est plutôt en confort dans sa grotte, hein, dans le fait de se centrer plus chez soi, plus dans sa grotte Capricorne au cœur de l'hiver, parce que dehors, visiblement, les conditions sont pas adéquates pour être en confort, puisqu'on est au cœur de l'hiver, et là on est vraiment bien au cœur de l'hiver, au début de la Seconde Guerre mondiale. Et on a Uranus qui se trouve en Taureau, comme actuellement, à 21,57 du Taureau, donc on va y arriver bientôt dans notre période, alors j'espère que c'est pas annonciateur de mauvaises choses, de guerre mondiale, hein, comme on en reparle actuellement, mais c'est drôle qu'on en reparle, hein, les médias, les gens, nous avec la guerre en Ukraine, la Russie, l'OTAN, les revendications très belliqueuses qu'on peut entendre sur le mainstream, hein, notamment, ouais, oui, mais les médias mainstream enfin, des fois, moi je suis choqué, ils appellent carrément à la guerre, ils sont fous, quoi, ils sont fous. Et même les dirigeants des pays occidentaux également, donc voilà, et puis Poutine de l'autre côté également, donc on n'est pas sorti du sable, hein, comme on dit. Et là, il y a un Uranus qui souffle la tempête dans le précaré du Taureau, et Uranus est en chute en Taureau, donc Uranus c'est quelque chose d'assez challengeant, hein, un Uranus qui est là, hein, il brise un petit peu le côté bien-être du Taureau, hein, là on le voit, hein, puisqu'on va nous priver d'électricité, l'essence coûte super cher, enfin on n'est pas hyper bien dans quelque chose de confortable en ce moment, dans les choses matérielles et concrètes qu'on vit. Donc ça symbolise un Uranus en Taureau, et là Uranus il est à 21,57 degrés, et il se trouve que le moment où il va se rapprocher de ce degré-là, alors il y a plusieurs périodes, il y a notamment la période que j'ai citée sur ma vidéo de Poutine, la dernière, où je fais une astrologie comparée du thème de Poutine et de la guerre en Ukraine. J'avais noté la date à peu près du 27 juin 2023, où ça risquait de chauffer pour notre cul au niveau mondial. Et Uranus sera très proche à ce moment-là de ce degré-là, de ce degré de début de Seconde Guerre mondiale. Et aussi la conjonction Uranus-Jupiter qui aura lieu un an plus tard, donc en mai 2024, pareil, Uranus sera assez proche de ce degré-là. Donc on va vivre une période où on sera pas mal bousculé dans nos précarés. Ici, il se trouve que c'est un Uranus qui est en maison 5, donc une affirmation des choses, une affirmation de la période, une affirmation d'une atmosphère qui amène à une certaine affirmation, donc une mise en lumière d'un certain changement aussi. Hein. Et dans le premier thème, on avait Uranus qui était en maison 4, donc quelque part une aspiration au changement, mais en domicile par contre, donc là Uranus était bien disposé, alors qu'au début, à la fin de la Première Guerre mondiale, Uranus était bien disposé. Il n'était toujours pas très loin de cette lune, donc il y avait quand même un émotionnel collectif, et la lune représente le peuple en astrologie mondiale, donc le peuple qui amène dans le signe ici dans le signe des interactions entre les gens, donc hein, l'émotionnel du peuple dans les interactions dans le peuple, une vérité, des aspirations au changement quelque part, donc qui sont bien disposées à travers un Uranus qui est bien en Verseau, en domicile comme à la maison. Et là on a toujours une lune près d'Uranus, mais par contre Uranus est mal disposé. Uranus est dans le signe où il est en chute. Donc quelque part, hein, et puis on passe de la maison 4 à la maison 5, où il y a une inspiration à la fin de la Première Guerre mondiale d'une évolution à travers ce qui constitue notre foyer. Dans le début de la Seconde Guerre mondiale, il y a des aspirations à une évolution à travers une certaine affirmation. Et quand on s'affirme pour évoluer, et que d'autres en face s'affirment pour évoluer aussi, et que les deux ne sont pas d'accord, ça peut générer des guerres, surtout quand on a un Mars en maison 1, dans le signe plombant du Capricorne. Hein. Donc plombant, Saturne c'est le plomb c'est les balles, vous voyez, donc il y a quand même aussi un petit appel à la guerre. Voilà. Donc je voulais vous faire part de mes petites trouvailles concernant ces deux périodes, puisque je me suis amusé à regarder au départ le thème du 11 novembre, du 11 novembre 1918, puisqu'on est le 11 novembre aujourd'hui. Et j'ai trouvé ça, et j'y ai vu certaines analogies à la période actuelle, par rapport au fait que Saturne est actuellement en Taureau. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.